Salut ma licorne à paillettes, je t'ai manqué? En tout cas toi tu m'as manqué. Aujourd'hui, on parle le cul. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Ça faisait un moment que je n'avais pas posté de vidéo, tout simplement parce que je traverse une période assez compliquée dans le sens où, comme vous le savez déjà sûrement, je suis en train de me séparer de mon compagnon. Et même si c'est plutôt une bonne chose pour moi parce que ça fait des années que je voulais le faire et que je reculais tout le temps. Dernièrement j'ai traversé une mauvaise passe, une période de doute, une période où je me suis dit oh là 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 là, putain je vais jamais y arriver toute seule. Et pendant cette période j'avais forcément pas assez la pêche pour pouvoir vous faire des vidéos qui soient pas trop chiantes en fait. Parce que je trouve ça un peu compliqué de faire une vidéo en faisant la gueule, hein, tout simplement, c'est pas terrible. Mais je suis ravie de vous apprendre que cette période est terminée, que j'ai réglé la plupart des doutes que j'avais et que je suis en train de remonter la pente tranquillement, gentiment. Par exemple, j'ai trouvé un nouveau job. Bon, l'inconvénient pour vous, c'est que il se pourrait que je ne publie pas aussi souvent qu'avant, même si je vais essayer de garder la cadence d'une vidéo par semaine. Il est possible que j'y arrive pas. Sachez que quand on est youtubeur, on est très peu payé, voire pas du tout. Du coup, on a tous besoin de manger et forcément, il faut travailler pour ça. Du coup, je vous reviens avec une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Sachez qu'en fait, pendant cette période de retrait, cette période de réflexion, je me suis dit que j'avais envie de donner un nouvel essor à cette chaîne et j'ai pris conscience qu'on ne peut pas parler de body positivisme sans parler d'empowerment. L'empowerment, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est le fait de prendre le pouvoir. Que ce soit d'un point de vue physique, sexuel ou social. Et quand je parle de prendre le pouvoir, je ne vous parle pas de prendre le pouvoir sur les hommes, de prendre le pouvoir par rapport aux hommes. Non, je parle de prendre le pouvoir sur sa propre vie, sur sa propre existence. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi et comment le sexe m'a aidé à accepter mon corps, voire à l'aimer réellement. Et pour ça, je suis obligée de vous expliquer mon histoire personnelle, de vous raconter le rapport que j'ai eu avec mon corps et que j'ai aujourd'hui. Et entendons-nous bien, il ne s'agit certainement pas d'un exercice d'exhibitionniste par rapport à vous. La preuve, c'est que j'ai attendu presque un an pour vous en parler, mais bel et bien une initiative pour vous expliquer à quel point l'empowerment et le fait de prendre le pouvoir sur son corps et de prendre les choses en main par rapport à son corps aide réellement à s'accepter et à s'aimer comme on est et aide à prendre confiance en soi et ce dans tous les domaines de la vie. Alors comme vous voyez, je suis ronde à l'heure actuelle mais je n'ai pas toujours été ronde en fait. J'ai commencé à m'arrondir à l'adolescence en fait avec tout simplement les menstruations. J'étais tout simplement en train de prendre mon corps de femme. Seulement ma mère, qui elle était très complexée par son surpoids, a très mal réagi à ça et m'est totalement tombée dessus en voyant que je m'arrondissais et me disait des choses du genre mais regarde-toi, t'as vu comme t'es grosse, c'est pas possible, ou alors tu trouveras jamais un mec qui voudra toi tellement t'es grosse, des trucs comme ça. Et d'un autre côté, j'avais également mon frère qui était également en souffrance par rapport à sa vie personnelle lui-même et qui rejetait sur moi aussi ses frustrations et qui adorait m'appeler le cachalot parce que Anaïs de Cacharel, Anaïs le cachalot, voilà, hyper drôle, et qui adorait se moquer de moi, et d'ailleurs ça faisait mourir de rire ma mère aussi. Donc voilà, un environnement familial assez toxique par rapport à son estime de soi, à son amour de soi. Maintenant, tant bien que mal, j'ai réussi à garder confiance en moi, je ne sais pas comment j'ai fait franchement, parce que je vous avoue que se faire entendre ce genre de choses des personnes qui sont censées vous aimer et vous protéger, c'est vraiment très compliqué à gérer. Et d'ailleurs ça a provoqué une certaine colère que j'avais en permanence. Je sais qu'en gros mon frère et ma mère étaient tout simplement en souffrance par rapport à ce qu'ils vivaient eux dans leur propre vie. Et j'essaye de leur pardonner, mais bon, pardonner c'est pas oublier. Donc forcément des fois il y a des petits relents comme ça d'agressivité qui ressortent, mais que j'essaye de maîtriser un maximum possible. Et à côté de ça il y avait l'univers du collège qui était extrêmement difficile également, parce que non seulement j'étais ronde, mais en plus qui dit ronde dit avoir des formes généreuses. Et le regard masculin est assez compliqué quand on est jeune, surtout quand on a des formes généreuses, tout simplement parce qu'il y a le côté attraction, parce que beaucoup d'hommes à tout âge sont attirés par les formes généreuses, mais d'un autre côté, la société et la pression sociale en fait dit que les femmes rondes sont pas sexy, sont pas attirantes. Du coup, il y a cette dualité qui est à l'intérieur des hommes qui prend un certain temps pour eux, je pense, à savoir régler. Il y en a qui le règlent très facilement en se disant bah moi j'aime les rondes, nique sa mère. Et puis il y en a beaucoup qui sont un peu dans le déni et qui du coup ont une attitude assez ambiguë en fait envers les filles qui sont rondes et qui trouvent attirantes. En général on est souvent dans le je t'attire mais je t'envoie chier. Donc en fait l'idée c'est que tu vois très bien que tu suscites l'intérêt en tout cas, mais d'un autre côté le message qui te renvoie c'est un message de rejet, un message de tu n'as pas le droit d'être comme tu es.
Donc c'est assez compliqué. Et puis aussi la pression sociale. Personnellement, j'ai toujours adoré la mode, j'ai toujours adoré les magazines féminins. Donc très jeune, j'ai commencé à lire des magazines féminins. Et la pression que met ces magazines sur les femmes par rapport à leur physique et surtout par rapport à leur ligne est extrêmement forte et extrêmement puissante. Donc voilà, j'avais à gérer tout cet univers assez toxique et assez destructeur par rapport à moi et par rapport à ma façon de me percevoir. Mais je gardais confiance en moi. Bizarrement, j'avais quand même confiance en moi. J'ai toujours eu confiance en moi. J'ai toujours été quelqu'un d'assez sociable et quelqu'un qui a le contact facile et qui se sent bien dans sa peau, entre guillemets. Du coup, j'ai toujours eu cette certaine confiance en moi et cette certaine estime de moi. Je ne sais pas d'où ça vient, sincèrement. Franchement, je me pose souvent la question, mais voilà, j'ai une perception de moi-même qui est assez positive. Mais t'as beau avoir confiance en toi, quand tout le monde te répète tous les jours que t'es trop grosse et que pour être heureuse, il faut que tu mincisses, et ben tu finis par le croire. Donc moi, mon premier régime, je l'ai fait à 12 ans. Ça a marché un temps, mais pas longtemps, parce que tout simplement un régime... Déjà, un adulte a du mal à tenir un régime, alors un enfant, je vous en parle même pas, parce que entre les bonbons, les goûters d'anniversaire, les trucs comme ça, c'est juste pas possible. Et du coup, j'ai repris le poids que j'avais perdu en 2 fois. Et j'ai commencé comme ça l'engrenage du yo-yo. Si bien que, alors que je suis rentrée en 6ème et que je pesais genre 65 kg, pour 1m65, je précise quand même, je suis sortie du collège en faisant 100 kg. Voilà, pour 1m72. Et à la fin du lycée, je pesais 130 kg parce que pareil, j'ai continué à essayer de chercher à perdre du poids, ce qui ne fonctionnait pas du tout chez moi. Et à la fin du lycée, sous les conseils de mon père biologique, parce que j'ai un père adoptif, donc sous les conseils de mon père biologique, j'ai décidé de me faire poser un anneau. Et donc pendant les vacances après le lycée, je me suis fait poser un anneau. En un an, j'ai perdu 40 kilos. Et bizarrement, c'était une des périodes les plus tristes de ma vie. J'étais extrêmement mal dans ma peau, extrêmement triste, quasiment dépressive en fait à cette époque-là. On m'avait mis dans la tête depuis toute jeune que quand je mincirais, je serais plus heureuse, je serais plus aimée, j'aurais plein de choses que je n'avais pas. Et en fait, en mincissant, tout ce que j'ai eu, c'était que j'étais moins forte, tout simplement. Et tous les trucs qu'on me promettait, genre que j'aurais un amoureux, que j'aurais une vie sociale plus remplie et tout. Bon, en fait, non, ça n'a rien changé. J'étais beaucoup moins forte, mais j'étais beaucoup moins heureuse aussi. Et surtout, j'étais tout le temps malade. Mais tout le temps malade. Genre, il n'y avait pas une semaine où j'étais pas en train de vomir mes tripes dans les toilettes. Sincèrement, c'était vraiment très compliqué. Il y avait souvent des aliments qui se coinçaient en fait dans mon anneau. Et du coup, j'étais tout le temps malade. C'était juste incroyable. Et je pouvais rien manger en fait. Je pouvais vraiment rien manger. Alors, je pense même pas à celles qui se font des sleeves ou des bypass. Où là, vraiment, elles peuvent rien manger. Et en plus, elles peuvent pas se faire enlever. Parce que moi, au moins, je me suis fait enlever l'anneau. Mais elles peuvent pas, tu vois. Et un jour de plus où j'étais malade. Et je devais avoir 24-25 ans. Je vomissais encore mes tripes. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi là, je suis en train de vomir? Alors que mes copines, elles sont en train de sortir et tout. Pourquoi moi, je suis obligée de rester à la maison et de vomir mes tripes? Et je me suis demandé tout simplement si le coup en valait la chandelle. Si les bénéfices que j'avais eus en mincissant méritaient le fait que je sois tout le temps malade. Et je me suis rendu compte que pas du tout. Que j'étais hyper malheureuse depuis que je m'étais posé l'anneau. Et qu'en fait, c'était ça. Mais j'étais malheureuse parce que j'avais fait un sacrifice énorme en me faisant poser un anneau. Je m'étais fait charcuter, clairement. Et que j'avais énormément souffert. Parce que, clairement, c'est pas une sinécure. Hein, de perdre du poids avec un anneau ou avec un bypass ou une sleeve. C'est vraiment très compliqué. C'est pas du tout facile. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment pas facile. Et pourtant, je n'étais pas du tout heureuse. J'étais pas du tout épanouie comme je le pensais l'être. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais fait poser un anneau tout simplement parce que je voulais qu'on m'aime. Voilà, il n'y avait pas d'autre raison à ça. Je me sentais bien dans ma peau, je m'étais toujours sentie bien dans ma peau. J'avais jamais eu personnellement de problème avec mon poids. Mais j'ai compris que c'était les autres qui avaient un problème avec mon poids. Et que j'avais fait ça pour plaire aux autres. Mais pas pour moi. En fait, avant de me faire poser l'anneau, il faut savoir que j'avais tendance à me dire, je ferai ci ou cela quand je serai mince. Et je me le disais beaucoup avec le sexe, et je me le disais beaucoup avec le sexe opposé. En fait, j'étais persuadée que, comme ma mère l'avait dit, je ne méritais pas d'être heureuse, je ne méritais pas d'être aimée, que c'était pas possible en fait, que les hommes préféraient les femmes minces,
et que en fait les hommes qui étaient attirés par moi c'était des dégénérés. Parce qu'il faut savoir que pendant un long moment, les seuls hommes qui se sont montrés attirés par moi, c'était les hommes dans la rue, qui étaient plus âgés et qui avaient une attitude assez agressive. Et du coup, j'ai longtemps été persuadée que les seuls hommes qui s'intéressaient vraiment à moi, c'était des dégénérés et qui s'intéressaient juste à mon cul, et pas à ma personne. Il faut savoir qu'à l'époque, je ne cherchais que des relations purement sexuelles, tout simplement parce que, comme je considérais que je ne méritais pas d'être aimée, je me disais, mais on ne va pas m'aimer comme je suis. Donc, il ne faut pas que je m'attache. Donc, il faut que je me serve du sexe comme quelque chose d'hygiénique, tout simplement, mais il faut bien que je me mette en tête qu'en fait, on ne m'aimera pas. Et on n'aimera pas forcément faire du sexe avec moi, ce sera juste un truc hygiénique. Et du coup, évidemment, j'éprouvais pas de plaisir. Évidemment, vous imaginez bien que dans ces conditions, on ne peut pas éprouver de plaisir avec le sexe. Mais voilà, j'avais besoin de ça pour avoir un semblant de vie sexuelle, pour me dire, bon, voilà, c'est pas trop mal non plus. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente où je me mets le lien au-dessus de ma tête, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait la grossophobie, elle commence avec soi. Parce que, avant tout, c'est nous-mêmes qui nous interdisons des choses, alors qu'on pourrait très bien les faire en fait. Et ça concernait énormément de domaines dans la vie, comme la mode par exemple. Et puis l'autre domaine évident dans lequel je m'interdisais énormément de choses, c'est dans le domaine amoureux. Je m'interdisais de tomber amoureuse. Je m'interdisais d'avoir du désir, je m'interdisais de jouir de la vie et de jouir des plaisirs. Je m'interdisais énormément de choses. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ma fille, t'as 25 ans, t'as encore rien vécu au niveau amoureux, vis ta life. Arrête de te poser plein de questions, vis ta vie. Je peux vous dire que quand t'as 25 ans et que tu te réveilles et que tu te dis, mais en fait, tout le monde a une vie sexuelle et moi... je fais semblant, en fait, il est temps que je me réveille. Et du coup, je me prenais pas la tête quand un mec me plaisait et que j'avais envie de lui, et que lui aussi, j'y allais, je me posais pas plein de questions. Et à ce moment-là, l'enjeu, il était surtout de prendre conscience que j'étais désirable, qu'on pouvait me désirer sincèrement, sans se dire, ouais, bon, allez, ça passe. Tu vois, c'est se dire que je pouvais susciter du désir chez un mec totalement normal et que ce n'était pas totalement anormal d'éprouver du désir pour moi. Et pendant 3 ans, j'ai eu une vie sexuelle assez active et assez chargée en mec. Ça m'a énormément apporté de choses parce que j'ai appris que je pouvais susciter le désir. Même le mec le plus canon du monde pouvait avoir envie de moi. Et ça, c'était hyper important au niveau de l'ego, c'était extrêmement gratifiant, je vais pas vous mentir. Ça m'a fait énormément de bien à l'ego. Mais au bout de 3 ans, j'ai quand même commencé à sentir une certaine lassitude, tout simplement parce que tout le monde a besoin de tendresse, tout le monde a besoin d'être aimé. Et quand t'as du sexe, c'est sympa, mais que t'as besoin d'autre chose. Du coup, je me suis un peu calmée et j'ai fait une période de jeûne sexuel. Et puis, un jour où j'avais besoin, quand même, de faire l'amour, j'ai contacté un mec avec qui j'avais pas encore fait l'amour et que j'avais dégagé de mon... et que j'avais dégagé parce que son attitude lors de notre premier rendez-vous était pas terrible et que comme j'avais que l'embarras du choix, je m'étais pas prise plus de la tête que ça. J'ai tout simplement proposé à ce mec de passer à la maison. Ce qu'il a fait, il s'est pas fait prier. Et là, c'est ouvert un chapitre super important de ma vie, c'est le chapitre où je découvre vraiment le plaisir sexuel. Parce que jusqu'à présent, du plaisir sexuel, j'en avais, mais pas tant que ça. Et c'est vraiment avec lui que j'ai découvert ce que c'est que d'être sexuellement vraiment épanoui et vraiment satisfait. Et sincèrement, je me suis longtemps interrogée sur le fait que ça a été lui et pas un autre. Il y avait une question de timing, certes, mais il y avait aussi une question d'état d'esprit, c'est-à-dire que il aimait mes formes, mais vraiment. Et il aimait également le fait que j'assumais totalement ma sexualité et que j'avais très peu de tabous. Attendons-nous bien, quand je dis que j'avais très peu de tabous, je veux pas dire que je faisais tout. Alors, parce que c'est pas du tout le cas. Vraiment pas. Mais en tout cas, j'étais capable de parler de tout. Et on avait des conversations super intéressantes sur le sexe. Et non seulement ça, mais en plus, on avait tous les deux une attitude super bienveillante par rapport au sexe. On se disait, mais prends ton pied, quoi. En fait, c'était un cercle vertueux. Et plus il prenait son pied, plus je prenais le mien. Plus je prenais mon pied, plus il prenait le sien. Et c'était super génial, franchement, honnêtement. C'était super cool. Et puis avec lui, j'ai aussi découvert le désir. Ce que c'est que vraiment le désir. Parce que je savais ce que c'était que l'attirance, je savais ce que c'était que l'envie de faire du sexe, mais je ne savais pas encore ce que c'était que de désirer vraiment quelqu'un. C'est-à-dire, tu le vois passer devant toi et t'as envie, juste le fait de le voir passer devant toi te donne envie. Ou son odeur te donne envie. Ou le toucher te donne envie. Et c'était surtout la première fois que je ressentais du désir pour quelqu'un qui en ressentait aussi pour moi. Et ça également, c'était super gratifiant, parce que le gars était pas dégueulasse, mais alors vraiment pas. Il était vraiment... très beau gosse. Physiquement, il était très bien fait.
Et sincèrement, il pouvait se taper qui il voulait. Et le fait de savoir qu'il me désirait et de voir à quel point il me désirait, ah mais ça m'a fait un bien, mais vous pouvez pas savoir. Ça m'a rassurée sur ma sexualité, ça m'a rassurée sur mon sex appeal, et surtout ça ne faisait que nourrir le mien, en fait. Et on était comme ça dans un cercle vertueux où le désir, le plaisir de l'un a amplifié le désir et le plaisir de l'autre. Et du coup, c'était vraiment chouette. Et je peux vous dire honnêtement que c'était la période de ma vie sexuelle la plus épanouie. Mais dans la mesure où notre relation était uniquement basée sur le sexe, et bien évidemment, elle était vouée à se terminer un jour ou l'autre. Et en ce qui nous concerne, ce fut le jour où j'ai rencontré celui avec qui j'allais passer mes 6 dernières années. Et cette rencontre-là, ça a été l'étape dans laquelle j'ai réalisé qu'on pouvait m'aimer. En fait, tout bêtement. Voilà. Je savais qu'on pouvait être attiré par moi. Après, j'ai appris qu'on pouvait me désirer et que je pouvais être désirée de quelqu'un que je désire aussi. Ensuite, j'ai appris que je pouvais aimer et être aimée. Et au cours de cette relation, j'ai commencé à ressentir de l'amour envers moi-même. Vraiment. Un jour, je ne sais pas pourquoi, c'était 2 jours avant l'attentat du 13 novembre, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai commencé à ressentir une vague d'amour. Sincèrement, j'ai pas compris pourquoi à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir cette vague d'amour parce que je vous avoue que mon couple lui-même n'allait pas super bien à ce moment-là. Je crois que je suis tombée amoureuse de mon corps, je crois que j'ai commencé à m'aimer et à me sentir bien dans mon corps, dans ma carcasse. Et je crois que ce fut la dernière étape de mon parcours. Et je peux vous dire que depuis, même si j'ai des périodes de doute et même si j'ai des périodes de remise en question, évidemment, ma vie a tellement changé, ma perception de moi a tellement changé. Et donc du coup là, vous avez devant vous la preuve que le fait d'avoir une sexualité épanouie aide à s'accepter et à s'aimer. Vraiment. Mais sincèrement, j'ai découvert l'amour de moi à travers l'amour en général. Et je trouve ça assez beau et assez chouette. J'ai toujours été personnellement fascinée par le sexe et par l'amour. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, je sais ce que je recherchais dans cette fascination. C'est tout simplement cette idée que, en fait, sans amour et sans sexe, c'est compliqué de s'aimer et c'est compliqué d'être en accord avec le monde et en accord avec soi. C'est très compliqué de trouver un équilibre tout bêtement. Et j'ai eu envie de partager ça avec vous, tout simplement parce que quand je lis vos commentaires et quand je lis ce que vous me dites, je vois que beaucoup d'entre vous souffrent du fait de ne pas vous être trouvé encore, sachant que j'ai également fait une vidéo sur les 10 clés pour apprendre à s'accepter comme on est. Aujourd'hui, je vous apprends à vous aimer comme vous êtes. C'est quand même différent, c'est pas la même chose. Mais voilà, j'avais envie de vous aider et de vous donner des pistes pour chercher à trouver l'équilibre personnel. C'est pourquoi j'ai décidé d'amorcer un nouveau tournant dans ma chaîne. Je vais tout simplement aborder plus souvent le thème de l'empowerment, du fait de reprendre le pouvoir sur sa vie et sur son corps, et de se foutre un peu du qu'en dira-t-on, de se foutre un peu de la perception qu'ont les autres de vous, d'être bien avec soi, tout simplement, d'être bien avec soi. De toute manière, quand vous êtes bien avec vous-même, les gens vous trouvent solaire. C'est un qualificatif qu'on me donne souvent. C'est cool. Je prends. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler plus souvent et de vous aider vraiment à trouver votre sexualité, à trouver votre plaisir personnel, parce que en fait, tout est lié. Tout s'imbrique et qu'en fait c'est tout simplement un effet de domino en fait. Quand tu as enclenché un domino, ben, il y en a une ribambelle qui tombe jusqu'à ce que le dernier tombe et que le dernier soit la dernière barrière, le dernier truc qui faisait que tu n'arrivais pas à t'aimer. Et après ça, sincèrement, la vie est tellement plus belle. C'est vraiment magique. Je dis pas ça parce que je vends mon truc et tout. De toute façon, je m'en fous. Je vais faire ma chaîne et je m'en fous de... Si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, bah tant pis. Mais j'aurais fait ma chaîne, j'aurais fait ce que je voulais, tu vois. Mais, sincèrement, ça change tout. Évidemment, je vais continuer à parler aussi de mode, de make-up et de lifestyle en général. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Vous savez que de toute manière, c'est ma passion. Donc, je peux pas m'empêcher de vous en parler. Et évidemment, je vais continuer à vous parler de tout ça. Mais pour moi, c'est super important, en fait, de vous aider à trouver des pistes pour appréhender votre corps et pour apprendre à aimer votre corps. C'est hyper important. Il y a cet héritage judéo-chrétien qui veut que le sexe, c'est sale et que c'est tabou et qu'il faut surtout pas en parler et qu'il faut surtout pas montrer que tout le monde en fait, alors que tout le monde en fait. Mais je pense qu'on arrive à une autre ère et qu'il est temps de balayer tous ces tabous-là et de ne pas hésiter à parler des choses aussi importantes. D'ailleurs, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme qui aime les femmes, je vous invite vivement à continuer à regarder la chaîne parce que je vais vous donner plein de petits trucs qui vont vous aider à avoir une vie sexuelle totalement épanouie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de sexisme. Yes, on va aborder les choses dans le vif du sujet. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner ou voir ou revoir mes dernières vidéos.
À bientôt!